Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une dynamique humaine aussi vieille que le monde, mais dont nous commençons à peine à comprendre toute la complexité. La narration du pouvoir et de la douleur dans nos relations. Nous devons cesser de glorifier le récit du narcissique. Nous devons arrêter de nous prosterner devant l'autel du charisme, du charme, de la faconde et de la réussite à tout prix. Car, comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Et à travers ce prisme, les schémas toxiques sont dépeints comme de la force, de la ténacité, et même de la vertu. Le philosophe Confucius a dit que le commencement de la sagesse, c'est d'appeler les choses par leur nom. Cette citation, plus qu'un simple proverbe, est une clé fondamentale pour déverrouiller notre compréhension du monde, et plus particulièrement de l'impact du narcissisme sur chacun de nous. Pour beaucoup, le mot « narcissique » est un problème. On le critique, on l'évite. Il sonne trop clinique, trop définitif, presque comme une insulte. On craint de poser une étiquette, de déshumaniser. Mais il est essentiel de corriger cette perception. Le mot « narcissique » ou « narcissisme » n'est pas un diagnostic posé à la légère. Il est, au mieux, descriptif. Il décrit un ensemble de schémas et de comportements qui vont de pair. Le sentiment que tout nous est dû, le manque d'empathie, l'arrogance, la colère, un besoin constant de contrôle et de validation, la superficialité, une sensibilité extrême à la critique, l'égocentrisme et une insécurité profonde. Tous ces éléments sont liés, un peu comme la farine, les œufs, le sucre et le beurre s'assemblent pour former un gâteau. On pourrait lister chaque ingrédient à chaque fois, mais il est plus simple de dire gâteau. Le mot « narcissique » est un raccourci puissant, mais parce qu'il est devenu un sujet si sensible, beaucoup cherchent des moyens de l'éviter. Ils craignent de déclencher des disputes familiales, de contrarier les ressources humaines ou de ne pas pouvoir l'utiliser dans un contexte juridique. Alors, on se rabat sur ses composantes, il est manipulateur, elle manque d'empathie, il est arrogant. Et pourtant, nous n'avons aucun problème à utiliser d'autres termes descriptifs lorsqu'ils servent un objectif social positif. Nous qualifions volontiers une personne d'ambitieuse, d'enjouée, d'intelligente ou même de têtue. Ces termes sont significatifs, ils nous donnent un aperçu de la personnalité de quelqu'un. On peut même les combiner pour saisir la nuance d'une personne, têtue, mais aussi ambitieuse et bienveillante. De la même manière, on peut être narcissique et charmant, intelligent et drôle. Appeler les choses par leur nom nous permet de naviguer dans le monde avec clarté. Je peux apprécier d'écouter cette personne narcissique lors d'une réunion, la voir tenir son auditoire en haleine, et même rire de ses histoires parce qu'elle est charmante. Mais parce que je sais qu'elle est narcissique, je ne chercherai probablement pas à collaborer étroitement avec elle, ni à nouer une amitié profonde. Nommer ce phénomène est crucial pour ne pas le minimiser. Les facilitateurs, les optimistes éternels, ceux qui donnent toujours une seconde chance, ou simplement ceux qui ne veulent pas être dérangés, utiliseront des euphémismes. « Oh, il est juste un peu difficile. Elle traverse une mauvaise passe. C'est juste sa façon d'être. » Oui, c'est sa façon d'être, alors appelons-la par son nom. Utiliser des mots plus doux donne l'impression que la situation est passagère, qu'elle peut changer. Pire encore, cela nous amène à penser que le problème vient de nous. Peut-être que je surréagis à sa mauvaise journée. Mais cela, après des centaines, voire des milliers de mauvaises journées. J'ai vu des écrivains décrire des personnalités tyranniques du monde des affaires ou du spectacle avec des mots comme intimidateur, intense, exigeant, tyrannique. Mais même le mot intimidateur n'est pas tout à fait juste. Il évoque un enfant méchant dans une cour de récréation, plutôt que l'adulte malveillant et manipulateur, qui est une description bien plus proche du narcissisme. Nommer les choses nous permet d'avoir des attentes réalistes et d'avancer les yeux grands ouverts. Si une personne habituellement respectueuse et bienveillante est un jour plus cassante après avoir perdu son travail et son partenaire le même jour, puis s'excuse sincèrement en reconnaissant son erreur, ce n'est pas du narcissisme. C'est simplement une mauvaise journée. Mais quand une personne est habituellement manipulatrice, méprisante, irrespectueuse, et que lors d'une mauvaise journée, elle devient vraiment méchante, puis vous blâme avant de retourner à son charme superficiel. Ce n'est pas une mauvaise journée. C'est du narcissisme. Ces schémas sont rigides et résistants au changement. Une fois que vous le comprenez vraiment, c'est comme apprendre à faire du vélo.
On ne l'oublie jamais. Cette compréhension, couplée à un travail sur vos propres vulnérabilités, vous donne une clarté immense. Elle vous empêche de gâcher votre vie, de faire de mauvais choix et de rester dans des situations impossibles. Un narcissique, presque sans exception, sera manipulateur, peu sûr de lui et sans empathie. C'est la définition même. Et cela ne changera pas. Savoir cela, c'est le début de la sagesse. Le nommer, le comprendre et ensuite, agir en accord avec cette compréhension. Tant que l'histoire de la chasse sera racontée par le chasseur, nous continuerons à glorifier le prédateur. C'est la raison pour laquelle tant de gens se sentent trahis, se demandant « Pourquoi personne ne m'a jamais appris cela? Pourquoi n'en parle-t-on pas plus ?» Les médias ont longtemps raconté l'histoire du chasseur. Des articles sur des PDG, des politiciens, des escrocs, des gourous. Les auteurs utilisent tous les mots imaginables. Charismatique, rusé, visionnaire, intense. Mais ils passent à côté du schéma évident. Ils sont même choqués lorsque ces personnes sont des récidivistes. Pour nous qui comprenons le narcissisme, le contraire serait choquant. Pensez au danger de cela. Pendant des siècles, l'histoire a normalisé les parents autoritaires, les partenaires contrôlants, les patrons abusifs et les dirigeants tyranniques. Ce n'est que récemment, avec la démocratisation des médias comme les blogs ou les plateformes de vidéos, que les voix se sont diversifiées. De plus en plus de lions racontent leur histoire. Ce sont des survivants, des gens qui osent dire que la domination, le contrôle, la manipulation, le mépris et la cruauté ne sont pas acceptables. Mon espoir est qu'en diffusant ces informations, de plus en plus de gens liront une nouvelle histoire, la leur. Une histoire qui ne cultive pas le doute, mais qui confirme notre instinct sur ce qui est sain et ce qui est destructeur. Alors, cessons de glorifier les chasseurs et commençons à écouter ce que les lions ont à dire. Il existe un autre proverbe africain, d'une beauté saisissante. La hache oublie, mais l'arbre se souvient. Cette phrase pourrait être un hommage à toute personne ayant subi une forme d'abus narcissique. Sa signification est limpide. Celui qui cause le mal oublie souvent le tort qu'il a fait, mais celui qui l'a subi en porte les cicatrices pour toujours. Notre compréhension du traumatisme a considérablement évolué. Nous savons maintenant qu'il persiste dans notre esprit, notre corps et notre âme, bien après que l'événement soit terminé. Les survivants luttent souvent avec la question « Pourquoi moi ?» Cette question est encore plus déroutante dans les relations proches. Comment une personne qui prétendait nous aimer a-t-elle pu nous faire du mal? Les mots, en particulier, laissent des cicatrices qui ne disparaissent pas. Nous pouvons rejouer ces paroles encore et encore dans notre esprit. Pour les survivants d'abus narcissiques, des années d'invalidation, de dévalorisation, de mensonges et de manipulation laissent des marques profondes. Ils se sentent confus, anxieux, et finissent souvent par se blâmer. C'est l'équivalent de l'arbre qui se blâmerait d'avoir été frappé par la hache. Des mois, voire des années plus tard, un survivant peut demander à son agresseur « Pourquoi as-tu dit ça? Pourquoi as-tu fait ça ?» Et la réponse, presque toujours, est une forme de déni. « Je n'ai jamais dit ça. » Tu inventes. Ou, le plus déstabilisant de tous, « Je ne m'en souviens pas. » La hache a oublié. Cette absence de souvenir peut être un mélange de manipulation, de déni, ou parfois, ils ne s'en souviennent littéralement pas. Les paroles qui vous ont hanté pendant des années n'étaient pour eux qu'une crise de colère passagère, un caprice impulsif à peine enregistré par leur conscience. Cette prise de conscience peut être dévastatrice. Leurs mots ont peut-être façonné votre identité, et des années plus tard, ils prétendent que cet événement n'a jamais eu lieu. Cela vous fait douter de votre propre mémoire, de votre propre réalité. Mais vous vous en souvenez. Et c'est tout ce qui compte. Comme le dit sagement le proverbe, la personne narcissique, elle, n'en aura probablement aucun souvenir. Et c'est pourquoi le soutien, la thérapie et la validation par les autres sont si importants. Vous n'êtes pas fou. L'arbre se souvient. Cela nous amène à un dernier proverbe, cette fois-ci d'origine chinoise, qui porte en lui la graine de l'espoir. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Les relations narcissiques sont une terre de regrets. Si seulement j'avais vu les signes plus tôt. Si seulement j'étais parti il y a 20 ans. Beaucoup se demandent à quoi aurait ressemblé leur vie.
Cette pensée peut être paralysante. On se dit, j'ai déjà perdu 20 ans, à quoi bon maintenant? Mais c'est un piège. Bien sûr, vous auriez pu partir il y a 20 ans. Mais vous ne l'avez pas fait. Votre histoire nécessitait peut-être plus de temps pour que vous puissiez voir les choses clairement. Et maintenant, vous comprenez. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début. C'est le moment où vous plantez votre arbre, aujourd'hui. Une fois que vous comprenez vraiment l'abus narcissique, le processus de guérison commence. Vous apprendrez à repérer les signaux d'alarme. Vous ne tomberez plus aussi facilement dans le piège du gaslighting. Vous apprendrez à poser des limites, à dire non. Vous cesserez de vous expliquer et de vous défendre. Vous apprendrez à vous pardonner et à faire confiance à votre instinct. Vous apprendrez à apprécier votre propre compagnie, réalisant qu'une soirée seule vaut bien mieux qu'une soirée à être invalidée. Vous commencerez à vivre de manière plus authentique. Partager cette connaissance, diffuser cette compréhension, c'est comme aider les autres à planter leurs propres arbres. Si ce message résonne en vous, pensez à le partager. C'est un moyen de soutenir cette communauté et de permettre à d'autres de commencer à creuser, aujourd'hui. Je sais que j'ai reçu des messages de personnes de plus de 80 ans qui, après avoir compris ces dynamiques, ont finalement repris leur vie en main. Il n'est jamais trop tard pour guérir. Il n'est jamais trop tard pour planter cet arbre. Le regret est une partie difficile du chemin, mais rester dans la rumination, c'est comme être encore dans la relation. Cette douleur que vous avez vécue a été un enseignant. Écoutez sa leçon. Alors oui, peut-être que vous n'êtes pas assis aujourd'hui à l'ombre d'un arbre planté il y a 20 ans. Mais vous pouvez prendre votre pelle et commencer à creuser. Plantez cet arbre maintenant. Approchez-vous de cette jeune pousse et imaginez l'ombre et la beauté qu'elle vous offrira un jour. C'est un avenir que vous commencez à cultiver, dès aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces réflexions vous aideront à naviguer sur le terrain difficile des relations humaines et à